pour exercice, incendie au PC machine. Incendie au PC machine. Doit être annoncé. Oui, doit être annoncé. C'est écrit sur le rôle. Attends. Si j'étais à l'avant, qu'est-ce que vous... Tu serais venu à l'avant s'il y avait un feu réel, comment t'aurais fait? C'est écrit sur le rôle. Doit être annoncé. Bosco, pompier numéro 1, il est prêt? Oui, second de l'AIP, là le pompier numéro 1 est prêt. Ok. L'AIP, le deuxième pompier s'habille. Voilà, à l'intérieur. Le 120 bar. D'accord, merci. Terminé. Pour l'AIP et l'AIS. Terminé pour vous, terminé pour Bosco. On gardera que les personnes du service machine. Bon, l'équipe du pont, c'est fini pour nous, hein. On retourne au boulot. 9 minutes, c'est vachement long. Hein. Alors, j'imagine, ouais, c'est ça, le temps de donner l'alerte comme personne n'était prêt, mais c'est comme ça dans la réalité. Ça... Combien de temps vous mettez pour vous habiller? 5 minutes. 4 minutes, puis après le temps de descendre. Le premier exercice, on a mis 3 minutes. Je ne sais pas ce qui s'est passé, là, sa première phrase, 3 minutes. Filmez ici. C'est quoi le problème? Les exercices de sécurité doivent être annoncés. C'est écrit sur ça. Donc, il faut annoncer l'heure et le type de l'exercice. C'est la 3e fois. C'est pas plus efficace de le faire comme ça? Non, c'est pas c'est écrit ça. Pourquoi? On fait à quelle heure? À minuit, à midi? Ah, vaut mieux ne pas annoncer. Vaut mieux ne pas annoncer. Et puis au moins, bah, tous les gens viennent sur... Là, mon équipe de pont, là, ils n'ont pas entendu la diffusion. La réaction de Lorenzo qui disait c'est pas prévu. Ah, c'est parce qu'il était de repos. Il était à faire sa sieste et puis... Voilà. Le cuisinier aussi était de repos, puis il était sur place de suite. Marie a déjà été confrontée à un accident très grave. Tu regardes, c'est marqué, les exercices de sécurité doivent être annoncés et sont précédés d'alarme générale. Donc précédé, il y a eu l'alarme générale, et 2, c'est annoncé pour dire que c'est un exercice et pas un feu réel. C'est pas prévenir la veille. C'est pas prévenir la veille. Il y a des questions, sinon comment voulez-vous savoir que votre système il fonctionnera et que vos équipes seront prêtes à temps? Ces exercices, pour elle, sont d'autant plus importants qu'ils reflètent une réalité. Je m'embête un peu en ce moment, et toi, qu'est-ce que tu deviens? Depuis qu'on s'est vu au printemps dernier, j'ai enchaîné les contrats, j'en peux plus. Je me suis engueulé avec les gens de la compagnie, mais là ça va mieux maintenant. Ouais, ce n'est pas évident de changer de bateau. Ça prend toujours du temps de s'habituer aux nouveaux équipages. Moi, je vais essayer de rester avec cette compagnie. C'est un peu moi qui fixe les règles ici. Ouais, j'ai appris que ça marche pour toi. On m'a dit que tu t'es acheté une nouvelle maison et que tu t'es installé à la campagne. Oui, mais je n'ai pas encore déménagé. On n'a pas encore terminé la construction. Profites-en bien de cette maison. Profites-en toute ta vie. Et toi, sache que tu disposes désormais d'une maison de vacances si tu le souhaites. Pendant ce temps, au pont supérieur, le commandant Savigny transmet son rapport quotidien au siège de la compagnie. Consommation, vitesse, estimation des temps de trajet, relève des équipages, tout transite désormais par Internet. Il est loin le temps des capitaines, seul maître à bord après Dieu. Quand j'ai commencé à naviguer il y a presque 35 ans, bon, le commandant, lui, se contentait au départ d'envoyer son message en disant j'arrive de l'autre côté tel jour, et puis voilà, et puis entre-temps, rien ne se passait, quoi. Tandis que maintenant, là, on est constamment en relation avec la terre, avec la ligne, avec le commercial, pour pouvoir optimiser au maximum, et puis surveiller effectivement la bonne marche du navire. Parce que bon, c'est important, parce que maintenant, compte tenu du
du coût journalier d'un navire comme celui-ci, qui est de l'ordre de 45 000 $ au jour, il est évident qu'on ne peut pas se permettre de perdre du temps. De son côté, le Bosco prépare le passage du canal de Suez. Qu'est-ce que vous faites là, Bosco? Ben là, je prépare les cabines, c'est les cabines des canotiers ici. Il y a 2 canotiers qui vont embarquer. Et là, je vais démonter le téléphone et puis enlever tout ce qui est susceptible d'être volé, quoi. Pourquoi? Bah, c'est comme ça, eux autres, ils volent. Ah ouais, c'est... Vous avez eu des mauvaises surprises au voyage précédent? Non, parce qu'on avait pris les mêmes précautions, donc tout s'est bien passé. Cette préparation pour arriver en Suisse, il faut ramasser tous les bouées courants. Pourquoi? Voilà. C'est bon, ça fonctionne. Nous arrivons dans le détroit de Bab el-Mandeb. La porte de la mer Rouge est franchie. Bientôt, l'Égypte sur les 2 rives dans le golfe de Suez. Les plateformes pétrolières défilent à 26 nœuds. Le temps presse, car l'heure d'arrivée prévue à l'entrée du canal de Suez est fixée à minuit. C'est l'heure fatidique avant laquelle il faut jeter l'ancre si nous voulons passer demain. Vous avez eu le temps de faire toute la peinture là? On a fait pratiquement le programme que j'avais prévu, c'est pratiquement fini. Malgré la pluie? Malgré la pluie. Ouais. Il me reste encore à faire 2 ou 3 bricoles là, sur le château, dans les cales, et puis ce sera bon. Ouais, bien reçu, mouille! C'est là! Il est 22 h. Après 11 jours de mer, nous arrivons avec moins de 2 heures d'avance sur l'horaire prévu. Tout est calculé au plus juste. Et 4 maillons l'eau. Ce soir, 7 porte-containers géants attendent de passer le canal de Suez. Il est 6 h du matin à l'entrée sud du canal de Suez. Le commandant Savigny vient de prendre place en passerelle. Bakchiche, c'est la plaie d'Égypte. On lit ça dans tous les guides touristiques. Nous attendons de savoir quelle sera notre position dans le convoi. Une vedette rapide distribue les pilotes à la va-vite. Un seul pour le Nabucco. Ce sera Mohamed Kahil qui travaille sur le canal depuis sa réouverture en 1975. Nous sommes en 4e position. Les plus gros bateaux sont souvent les premiers. La télécommande elle marche pas très bien. Il y a un câble de coupé quelque part. Et on a besoin de la grue dans un quart d'heure 20 minutes. Hier j'ai vérifié, tout fonctionnait. C'est comme quoi ça sert à rien de vérifier si ça fonctionne, quoi. Dans combien de temps on arrive au canal? Dans moins de 10 minutes là maintenant. Ok, moins de 10 minutes. T'auras fini, pays, 10 minutes? Oui, Ouais, bon, on devrait être bon, hein, d'après le Ritterman. Alors que le Bosco termine in extremis les réparations sur la grue, le canot apparaît à tribord. Ce qu'on appelle les canotiers, ce sont en fait 2 lamaneurs et un électricien égyptien qu'il faut obligatoirement embarquer pour le cas où le bateau aurait une avarie. Ce sont eux, en cas d'incident, qui devraient aider aux manœuvres d'accostage sur la rive.
Embarqués, nourris et logés, ils disposent d'une cabine spéciale sur le pont. Demain matin, on retourne à Suez. On revient sur un autre bateau. Et puis, depuis Suez, demain, on repart à nouveau. Tout le temps le même voyage. Oui, monter, descendre, dans un sens, dans l'autre, monter, descendre, monter, redescendre. Les canotiers profitent de la traversée pour se reposer. À gauche, la ville de Suez, la porte d'entrée du canal quand on arrive par la mer Rouge. C'est là que se trouve la station de pilotage. La ville est moderne, entièrement reconstruite à la fin des années 70. Suez fut détruite par les Israéliens pendant la guerre des 6 jours. J'habite à Suez. J'ai un logement qui appartient à l'autorité du canal. Dès que je partirai à la retraite, je devrais le rendre à l'autorité du canal de Suez et trouver un autre appartement. Je ne suis pas originaire d'ici. Je suis né et j'ai longtemps habité à Alexandrie. Vous pensez que vous avez de la chance d'être à ce poste? Ah, malheureusement, le canal n'appartient pas à ma famille. Il appartient à l'Égypte. Et les revenus vont directement dans les caisses du trésor public. C'est un bien pour notre pays. Les revenus du canal battent des records ces dernières années. Plus de 3 milliards d'euros en 2006, avec une croissance des recettes de plus de 12% par an. L'Égypte se frotte les mains. L'explosion du commerce avec l'Asie, et en particulier avec la Chine, n'a que des bons côtés. On commence à entrer dans la région des champs. La présence militaire, ça vous surprend? Non. Puis ça a l'air assez bon enfant. Je ne sais pas en réalité comment c'est, mais ça a l'air assez bon enfant. Bon. Je ne sais pas si c'est bon enfant. Je ne sais pas toi. Je sais pas, c'est comme ça. Il y a beaucoup de monde sur la rive. Hein. Je crois, oui. Pour moi, il y a un peu trop de militaires. Oui, il y en a beaucoup, quoi. Des centaines de chars, à peine dissimulés. Des casernes un peu partout. Les rives sud du canal sont truffées de soldats. C'est un grand pays, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de jeunes qui probablement ne savent pas quoi faire. Et puis si on les embrigade, ben, ils sont embrigadés, voilà. Et, voilà encore un poste militaire, là. Les autres payent pour les maintenir. Je crois que ça doit être ça. Tous ces ponts mobiles, comme pour faciliter le passage d'une rive à l'autre, rappellent le traumatisme de l'invasion israélienne lors de la guerre des 6 jours en 1967. Le canal, comme une frontière entre deux mondes. D'un côté, des champs fertiles sur la rive occidentale, de l'autre, les sables du Sinaï. Une rive inhospitalière qu'il faut draguer et repousser à longueur d'année. Nous approchons des lacs amers, l'immense dépression au sud du canal où les bateaux peuvent enfin se croiser. Cette fois, les militaires occupent la rive. Ils sont des milliers. Tous ces postes militaires que vous avez vus appartiennent aux gardes-côtes. Le canal est protégé 24 heures sur 24, et cela de 3 manières. D'abord par des patrouilles maritimes sur des petits bateaux rapides. Deuxièmement, des patrouilles terrestres sur la rive est et la rive ouest. Des deux côtés avec des camions et des voitures. Et troisièmement par des patrouilles à pied, des soldats en armes qui marchent le long du canal. Tout cela permet de protéger le canal contre tout danger, tel qu'un sabotage, des actes de piraterie ou toute autre chose. Difficile de croire qu'il n'y a que des gardes-côtes sur les rives du canal de Suez. Ce matin, c'est bien l'armée qu'on célèbre.
Mais pour atténuer les tensions dans la région, l'Égypte reçoit une aide conséquente des États-Unis. 2 milliards de dollars par an. Le prix de la paix, le prix à payer pour écarter tout risque de nouveaux conflits et permettre à près de 20 000 bateaux chaque année de transiter sans encombre. « 6 heures déjà que notre convoi de 17 bateaux remonte le canal de Suez. Nous avons commencé la traversée des lacs Amers à vitesse réduite. Le premier convoi arrive dans les lacs Amers, jette l'ancre et attend l'arrivée du deuxième convoi. Le canal est à sens unique alterné. Il ne peut être à double sens car la taille des bateaux devient de plus en plus grande et il faut faire passer ces bateaux bien au milieu à cause de la pression de l'eau sur les rives. Si vous vous déportez sur l'une des rives, c'est très difficile de garder le cap. Le bateau peut avoir tendance à dériver d'un côté ou de l'autre. Une vingtaine de bateaux attendent notre passage. Dans le lointain, on découvre ce qu'on appelle ici poliment des camps de vacances. En fait, d'anciennes bases militaires réaménagées. Le souvenir de la guerre des 6 jours n'a pas complètement disparu du paysage. Cap au 349. Vous travaillez tout en mangeant ? Ah, c'est la seule façon de faire mon travail. Je ne peux pas quitter la passerelle et descendre au mince manger. Vous essayez de manger au moment où c'est le plus tranquille ou pas ? Oh, c'est pareil. Quand je mange, j'ai un œil sur l'assiette et l'autre sur le canal. Nous approchons d'Ismaïlia, la ville où habitaient traditionnellement les ingénieurs du canal par le passé. C'est là que le président égyptien dispose de sa résidence d'été. On dit la ville agréable et coquette. On parle même du charme colonial qu'elle aurait su préserver. Ismaïlia doit sa création vers 1860 aux travaux de percement de l'isthme, mais reste encore aujourd'hui le centre de tous les services et le siège de l'administration du canal de Suez. Mais au fait, quels sont les avantages de cette traversée pour un porte-conteneurs comme le Nabucco? Le commandant Savigny va tenter de répondre. C'est pas à la tonne près, hein. Mais bon, si on part de Singapour, on va sur Southampton, par le Cap, ça fait environ 11 600 milles. Si on passe par Suez, 8 150 milles. Il y a donc un différentiel de 3 500 milles en passant par le Suez. Donc ça correspond environ, pour un bateau de cette taille-là, enfin avec cette vitesse à 25 nœuds 5, à 5 jours et demi d'économiser. Ça fait environ donc 225 000 $, d'économiser, plus le coût journalier, 5 jours et demi, donc on tombe sur 445 000. Vous voyez, je n'ai pas pu faire mieux. C'est exactement ce qu'on Bref, paye. aucun bénéfice pur en utilisant ce raccourci. En revanche, nous allons gagner presque 6 jours. Et gagner du temps pour un armateur, c'est gagner beaucoup d'argent. Vous l'aviez compris. Voilà un beau pigeonnier. Voilà, les pigeonniers. En fait, un joli pigeonnier. Emblème la caractéristique des fermes du canal. Avant les incidents du 11 septembre, nous avions l'habitude de monter à bord facilement. Nous sommes tous des marins. Le principe veut que les pilotes du canal soient aussi des pilotes de haute mer.
D'ailleurs, nous avons nos diplômes de commandant. Il n'y avait donc aucune interdiction lorsqu'on montait à bord avant. Mais progressivement, les bateaux ont mis en place des règlements, des règles de sécurité beaucoup plus strictes et des trucs comme ça. Maintenant, il faut tous ces badges pour monter à bord. Sur les bateaux militaires, ils fouillent les pilotes. Tout ça rend la situation tendue. Parce maintenant, d'une certaine manière, tous les Arabes sont soupçonnés d'être des terroristes. Longtemps, il n'y a eu que les petits bacs pour franchir le canal. Et puis il y a eu un pont de chemin de fer. Et depuis 2001, un nouveau pont routier. Un ouvrage imposant avec ses 70 mètres de tirant d'air. Sur la rive occidentale, des villes où s'entasse la population. Sur la rive orientale, toujours les sables du désert. Le canal de Suez, c'est encore cette frontière entre deux mondes. Le désert aride du Sinaï d'un côté, la plaine fertile et irriguée par les eaux du Nil de l'autre. Il est 18 h, le soleil a disparu, les canotiers ne vont pas tarder à quitter le bord. Mais avant de débarquer, il faut prendre le temps de ranger les petits étals improvisés. C'est fabriqué en Chine, ça? Non, non, tout ceci vient d'Égypte. Vous pouvez le voir. C'est fait en Égypte. Mais ça, c'est fait en Chine, là. Ah oui, ça, oui, c'est made in China. Vous avez vendu beaucoup de choses? Eh non, pas grand-chose. Tous les bateaux, c'est comme ça. Hein. Tout le matériel est rangé dans le canot et puis ils déballent tout ça. Et ils vendent un petit peu. Vous avez marchandé T'es roumain? Ani, c'était... Ami. Oui. Allez, bonsoir. Bye bye. Vous parlez roumain? Moi? Un peu, je parle un peu de tout. Nous arrivons à la hauteur de Port Saïd, sur la Méditerranée. La remontée du canal se termine. Une quinzaine d'heures auront suffi pour parcourir les 160 km. Les canotiers repartent. Demain, ils seront à Suez. Ils devront attendre dans la nuit noire que se forme le nouveau convoi. Drôle de vie.